La chaise portait mon nom, mais pas ma place. Des cartons d'ivoire pliés, ornés d'une calligraphie douce, étaient glissés à côté d'un verre à vin poli jusqu'à briller, Marie Callahan. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais à ma place, jusqu'à ce que je voie où la chaise se trouvait. Dernière rangée, tout au fond à gauche, 2 sièges avant la table des desserts, entre tante Nora, qui ne m'avait pas appelée depuis 8 ans, et une certaine Belinda, présentée dans un email groupé comme « la cousine de la collègue de papa ». Personne de la table d'honneur des Callahan n'était assis près de moi. Je me suis arrêtée, et cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis me suis tournée vers l'hôtesse. « Excusez-moi », ai-je dit doucement, puis plus fort à la femme qui disposait les cartons sous la lumière dorée des bougies. Ma mère, Denise Callahan, vêtue de mousseline couleur écume de mer et de perles comme si elle possédait le vignoble, n'avait pas l'air embarrassée, seulement légèrement agacée. « Il n'y avait que peu de place à la table d'honneur, Marie, dit-elle en lissant le devant de sa robe. On a priorisé les photos. Tu n'apparais dans aucune des récentes. Ça aurait donné un effet, 10 juin. J'ai inspiré. C'est parce que je n'ai pas été invitée aux 5 derniers événements. Elle n'a rien répondu. Son sourire taché de rouge à lèvres est resté figé dans une tension polie. Mais son silence disait ce qu'il disait toujours, ce n'est pas une question d'équité. C'est une question d'image. De l'autre côté de la pièce, mon frère Éric Callahan, 3 ans de plus que moi, tout juste rentré d'un déploiement militaire, toujours vaguement rouge de coups de soleil, leva son verre. Sérieusement, lança-t-il, tu fais toute une scène, pour une chaise. Je ne l'ai pas regardé. Inutile. Il avait déjà pris assez sans demander. Quelques invités se sont tortillés sur leurs chaises. Les fourchettes ont ralenti. Les conversations se sont arrêtées. La voix de Denise a baissé d'un ton. Ne fais pas de cette soirée ta soirée, dit-elle, sèchement. Pas encore. Comme si j'avais déjà été le sujet. Comme si on m'avait déjà laissé prendre ma place. Je me suis tournée vers Kelsey Callahan, ma plus jeune sœur, rayonnante dans sa robe en soie corail et ses reflets de diamants. Nos regards se sont croisés moins d'1 seconde. Elle m'a offert un sourire crispé, du genre qui dit « S'il te plaît, ne gâche pas ça ». Puis elle a détourné les yeux. J'avais apporté un cadeau, un album photo relié à la main, sur lequel j'avais passé 3 week-ends. Des photos de notre enfance, balade en charrette à foin, déguisement d'Halloween, bonhomme de neige à moitié fondu dans le jardin. J'avais restauré les couleurs et ajouté des notes écrites de ma propre main. Emballé dans du papier craft avec un ruban bleu, il était encore dans mon sac, toujours fermé. Ma main s'est posée sur le dossier de la chaise à mon nom. Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai relâché. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas protesté. J'ai juste déposé le carton à mon nom dans l'assiette, me suis retournée, et suis sortie par les portes latérales. L'air du vignoble était chaud et sec. L'odeur du fruit planait lourdement, en fermentation sous les guirlandes lumineuses. Mes talons claquaient doucement sur la pierre, seul bruit m'accompagnant alors que je passais devant les rangées de cépages tardifs et de rouges sans étiquette. Personne ne m'a appelé. Personne n'est venu. Il ne remarquerait mon absence qu'au dessert, et à ce moment-là, je serais déjà loin. Je ne suis pas rentrée directement chez moi après le vignoble. J'ai plutôt pris une chambre dans un motel en bord de route, le long de la route 9, du genre avec des enseignes vacancies qui clignotent et trop de gravier sur le parking. Le réceptionniste n'a posé aucune question. Je l'ai remercié intérieurement. J'en avais assez de répondre à des questions comme si je passais un interrogatoire. La pièce sentait l'eau de javel et le nettoyant au citron. Ça ne me dérangeait pas. J'avais besoin de quelque chose qui ne sente ni le vin ni la famille. J'ai posé le sac en toile sur la commode écaillée. L'album photo en est tombé, la reliure légèrement pliée. Je ne l'ai pas ouvert. À la place, je me suis assise sur le lit et j'ai laissé le climatiseur couvrir le silence d'un bourdonnement. Ma mère, Denise, avait 22 ans quand elle m'a eue. Elle a découvert qu'elle était enceinte la même semaine où elle a appris que mon père couchait avec une collègue du bureau d'assurance. Elle me l'a raconté un jour, pas comme une confession, mais comme une explication. Tu n'étais pas une erreur, Marie. Tu étais une interruption. C'était sa façon à elle d'être généreuse. Elle ne l'a pas quittée, bien sûr. Elle est restée 5 années de plus, entre cris et petit déjeuner glacial, puis l'a finalement mis dehors quand Eric a eu 10 ans. C'est pour lui qu'elle a attendu. Les enfants ont besoin de leur père, disait-elle. Du moins, les garçons. Je lui demandais parfois pourquoi elle n'était jamais retournée à l'université. Elle avait commencé un cursus en administration. Sa réponse était toujours la même. Parce que je ne pouvais pas.
tu étais déjà là. Et pourtant, elle ne manquait jamais de souligner qu'Eric était né pendant ses meilleures années. Kelsey, le bébé miracle, est arrivé plus tard, quand Denise avait quelque chose à prouver à elle-même. Moi, j'étais juste celle du milieu, celle qu'on oublie, le rappel silencieux. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait tenu la main après mes 6 ans. Je me souviens, en revanche, du jour de Noël où elle m'a pris l'appareil photo des mains pour me dire de me pousser, afin qu'elle puisse faire une vraie photo de famille. Je me souviens de mon absence sur toutes les photos accrochées au frigo. À 17 ans, j'ai postulé à une école d'infirmière. Mon conseiller d'orientation m'a convoqué un jour pour m'annoncer que j'avais obtenu une bourse d'État. J'ai couru chez moi, ravie, à moitié convaincue que c'était peut-être ça qui la ferait enfin me voir. Elle n'a même pas souri quand je lui ai dit. Eric doit finir d'abord, a-t-elle répondu sans lever les yeux de ses mots croisés. Son programme est plus intensif. Il veut entrer dans l'armée comme officier. On utilisera ta bourse pour couvrir ce que son GIB ne paie pas. Je lui ai demandé ce que j'étais censée faire, moi. Tu es intelligente, Marie. Tu trouveras bien. J'ai reporté mon inscription. Puis encore une fois. Après 6 mois de petits boulots à temps partiel et de projets annulés, j'ai fait mes valises et je suis partie pour le Nevada avec une amie qui bossait dans l'hôtellerie. Je n'ai prévenu personne. Pas même Kelsey. Je faisais le service le soir et le ménage la journée. Je vivais dans une buanderie transformée en chambre pour $200 par mois. Je me disais que j'y retournerais un jour, quand j'aurais de l'argent, quand j'aurais quelque chose à leur montrer. Mais le temps a passé. Et la distance est devenue confortable. Le silence devient une drogue quand on a grandi dans un bruit qui n'était pas destiné à vous. Et pourtant, j'ai essayé. 2 ans plus tard, j'ai envoyé une carte à ma mère. Pas de message, juste une photo d'un lever de soleil d'hiver et mon adresse au dos. Elle n'a jamais répondu. Quand j'ai appelé à Noël, Denise a dit. Oh, on ne savait plus trop où tu étais ces temps-ci. Puis elle a passé le téléphone à Kelsey avant que je puisse dire autre chose. De retour au motel, j'ai sorti l'album photo. J'avais restauré les couleurs d'un cliché de moi et de mes frères et sœurs à une foire d'automne, des bottes de foin en arrière-plan, des pommes d'amour à la main. J'avais 12 ans. Eric avait passé son bras autour de mes épaules, à l'époque où on était encore proches, avant qu'il ne comprenne qu'être du côté de Denise rapportait plus. J'ai fixé la photo longtemps. Je ne me souvenais plus qui l'avait prise. J'ai appris l'existence du prêt 6 mois avant le dîner de fiançailles de Kelsey. Je venais d'obtenir un poste à temps plein à l'hôpital, passant du service de nuit à la coordination administrative. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Je commençais à chercher un appartement d'une chambre, plus proche du travail. Fini le sous-sol partagé, fini la moisissure dans les conduits d'aération. J'avais assez économisé pour la caution. Pour une fois, j'avais l'impression d'avoir une longueur d'avance. Puis le coup de fil est arrivé. L'agent immobilier était poli, presque désolé. Je suis navrée, mademoiselle Callahan, mais votre score de crédit vous a classée comme défaillante. Il y a un prêt étudiant actif à votre nom. 35 000 $ en recouvrement. Prêt contracté en 2015. Je suis restée figée dans la salle de pause de l'hôpital. C'est impossible, ai-je dit. Je n'ai jamais contracté de prêt. Je ne suis jamais retournée à l'école. Mais les documents ne mentaient pas. Quand j'ai consulté le rapport ce soir-là, tout y était, mon nom, mon numéro de sécu, ma date de naissance. La demande était remplie avec des informations que seule une personne proche pouvait connaître, et tout en bas, une signature familière, des boucles cursives, trop soignées pour être les miennes. La co-signataire, Denise Callahan. Je fixais le document, puis l'impression que je tenais entre mes mains tremblantes. Mon nom avait été emprunté, tordu, puis vendu sans un mot. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. J'ai étalé les papiers sur le sol de mon studio et je me suis assise en tailleur à côté, comme une enfant à l'heure du conte, essayant de comprendre une histoire dans laquelle je n'avais jamais eu de place. Une semaine plus tard, je suis allée chez elle. C'était un dimanche après-midi. Le jardin sentait l'herbe coupée et l'engrais. Denise est sortie avec des gants de jardinage et un sécateur à la main, les cheveux attachés dans un foulard rouge que je reconnaissais de mon enfance. Je n'ai pas haussé la voix. Je lui ai tendu la liasse de papier. C'est toi qui as fait ça? Elle les a regardés, puis m'a regardé. Son visage n'a pas bronché. J'ai fait ce qu'il fallait faire, a-t-elle dit calmement. Eric avait besoin d'aide. Il ne pouvait pas se qualifier tout seul, et toi, tu n'utilisais pas ton crédit. J'ai cligné des yeux. Tu as contracté un prêt à mon nom.
J'ai co-signé, a-t-elle répondu, comme si ça changeait tout. Ce n'est pas du vol. C'est la famille. J'ai fait des sacrifices pour vous tous. Tu crois que j'avais le choix quand j'ai quitté mon travail après que ton père soit parti? Tu n'étais pas la seule à avoir perdu quelque chose. Je n'ai rien perdu, ai-je dit. Tu ne m'as jamais rien donné. Elle a froncé les sourcils. Ne sois pas dramatique, Marie. On t'a aidé quand tu en avais besoin. Quand, ai-je demandé, plus doucement. À quel moment m'as-tu aidé? C'est là qu'elle s'est tournée pour rentrer, marmonnant quelque chose à propos d'ingratitude et de vieilles blessures. Je suis restée 1 minute de plus dans son allée, respirant fort, sentant la chaleur du soleil me taper dans le dos. Puis j'ai fait demi-tour, marché jusqu'à ma voiture, et suis partie sans regarder dans le rétroviseur. Ce soir-là, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable. J'ai scanné chaque document. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, les anciens textos d'Eric, mon rapport de crédit, même un rappel de calendrier du jour où j'ai découvert la vérité. Et j'ai enregistré un mémo vocal, juste ma voix, décrivant la conversation mot à mot avant qu'elle ne s'efface. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais je savais, pour la première fois, que je ne pouvais plus attendre que quelqu'un d'autre règle ça. Pas Kelsey, pas Eric, et certainement pas ma mère. C'était le moment où j'ai cessé d'espérer des excuses. C'était le moment où j'ai commencé à me préparer à dire la vérité. Je n'ai pas envoyé le dossier à ma mère. Je ne l'ai pas envoyé à Eric non plus. Je l'ai envoyé à Marcus Owens, le fiancé de Kelsey, 2 semaines avant le dîner de fiançailles. Je n'avais rencontré Marcus que 2 fois. La première, c'était à un barbecue dans le jardin, l'automne dernier, quand il avait discrètement replié les chaises en fin de soirée sans qu'on le lui demande. Il m'avait offert une assiette de brownie fait par quelqu'un d'autre, puis était resté debout, les mains dans les poches, pendant que le reste de la famille faisait semblant de ne pas voir que j'étais seule au fond du jardin. La seconde fois, c'était à l'hôpital, où il représentait un patient lors d'une audience de tutelle. Nos regards s'étaient croisés dans l'ascenseur. Il avait hoché la tête. C'était suffisant. Il m'avait semblé être quelqu'un qui remarque les choses, plus important encore, qui s'en souvient. Je connaissais son nom complet. Je l'avais cherché quand l'annonce du mariage était tombée dans le groupe de discussion familiale, duquel je n'avais jamais été officiellement retiré. J'ai trouvé son adresse e-mail professionnelle sur le site du cabinet d'avocat. Tout était public. Le mail que je lui ai envoyé n'était pas dramatique. Pas de salutation, pas d'introduction émotive, juste une ligne, tapée tard dans la nuit dans la cuisine, le frigo ronronnant derrière moi. Tu vas entrer dans cette famille. Je me suis dit que tu devrais savoir ce que ça signifie. Le dossier joint était propre, chronologique. Des documents scannés du prêt fédéral avec ma signature falsifiée, des avis de recouvrement, des rapports de crédit, des captures d'écran des textos d'Eric de 2019, quand je l'avais confronté. Calme-toi. Maman l'a signé. De toute façon, tu ne comptais pas utiliser cet argent. Il y avait aussi un fichier audio, ma voix, enregistré le jour où je me tenais dans l'allée de Denise, juste après qu'elle m'ait dit que j'étais dramatique. Un autre mémo, plus discret, captait un appel avec Kelsey, où elle disait: Marie ne termine jamais rien, même pas sa thérapie, tout comme l'école. Je ne m'attendais pas à une réponse. Marcus n'a pas répondu le lendemain ni celui d'après. Pendant une semaine entière, le message est resté dans ma boîte d'envoi, non lu, sans confirmation. Je me suis dit qu'il l'avait peut-être supprimé, ou décidé que ce n'était pas son affaire. Je n'étais pas en colère. J'avais déposé ce fardeau. Ce qu'il en ferait, c'était à lui de voir. Puis, 3 jours avant le dîner de fiançailles, un message est arrivé. Merci de m'avoir fait confiance. C'est tout. Aucune question, aucun démenti. Mais je l'ai lu 3 fois. Les mots étaient discrets, mais ne sonnaient pas creux. Je ne savais toujours pas ce qu'il ferait. Honnêtement, je ne m'attendais à rien. Mais j'avais confié la vérité à quelqu'un dont il n'avait pas encore appris à ignorer la voix. Au dîner, je l'ai observé attentivement. Il bougeait avec le même calme habituel, il a aidé Kelsey à s'asseoir, servi du vin à Denise, et même ri quand Eric a fait une blague sur les mariages à l'étranger. Mais son corps se penchait légèrement en arrière. Sa main flottait au-dessus de l'épaule de Kelsey sans jamais s'y poser. Ses yeux ne s'attardaient jamais longtemps. Kelsey était radieuse. La lumière des bougies réchauffait sa peau. Sa robe corail lui allait à merveille, mais elle ne m'a pas regardé une seule fois. Marcus, lui, l'a fait 3 ou 4 fois, peut-être. Pas longtemps, pas de façon évidente, juste assez. Et j'ai compris.
Après avoir quitté la table, celle près du chariot à dessert et de l'ancien collègue de mon père, j'ai imaginé leur trajet de retour, le silence dans la voiture, la manière dont il tiendrait légèrement le volant avant de demander. Tu le savais? La façon dont Kelsey jouerait avec son bracelet. La manière dont elle dirait peut-être. Ce n'était pas à moi de le dire. Ou pire, rien du tout. Le motel, ce soir-là, était plus calme que d'habitude. Pas de bruit de mariage, pas d'écho de musique provenant de la salle de réception. J'ai défait mes affaires lentement, comme pour ne pas réveiller quelque chose. L'album photo que j'avais fait était toujours au fond de mon sac, enveloppé dans du papier craft doux, noué avec de la ficelle. Mon écriture sur chaque page me semblait désormais trop soignée, presque comme celle de quelqu'un qui supplie d'être réintégré. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste tenu un moment, puis je l'ai glissé sous mon carnet. Tout n'a pas besoin d'être confronté. Certaines vérités n'ont besoin que d'être entendues par quelqu'un qui les portera, même s'il ne les répète jamais. Marcus avait vu. Et cela suffisait. C'était la première fois depuis des années que la vérité ne semblait plus être un fardeau uniquement à moi. Je n'ai pas été invitée au brunch familial. Kelsey a posté une photo ce matin-là, un cliché artistique de mimosa, de tulipes pâles et de nappes couleur crème. La légende disait. Reconnaissante. Je me suis assise dans un dîner de l'autre côté de la ville, tournant lentement ma cuillère dans un café tiède, sachant déjà que ça ne durerait pas. En début d'après-midi, les messages ont commencé à arriver. Le premier venait de tante Nora. Que s'est-il passé? Pourquoi aurait-il fait ça aujourd'hui? Puis d'Eric. Tu trouves ça drôle? Tu es vraiment malade. Et enfin de ma mère. Il faut qu'on parle. Ça ne peut pas être vrai. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Plus tard, j'ai appris ce que Marcus avait fait. Il était arrivé au brunch en avance, bien habillé, calme, impeccable. Sans annonce, sans drame. Il avait attendu que tout le monde soit assis, serviette sur les genoux, fourchette levée vers la quiche. Puis, il avait posé un dossier sur la table, l'avait ouvert lentement et avait parlé d'une voix claire. Avant qu'on finalise les contrats ou la liste des invités, il y a quelque chose que je dois clarifier. Denise, tu as signé un prêt fédéral en utilisant l'identité de Marie. Eric, tu as utilisé cet argent pour acheter une propriété. Aucun de vous ne l'a informé ni remboursé. Kelsey, tu étais au courant. Personne n'a bougé. Pas au début. Puis Denise a dit que c'était un malentendu, qu'elle avait tous les droits d'aider ses enfants. Eric a parlé d'histoires anciennes, a dit que Marie ressortait tout ça pour gâcher la journée. Kelsey a pleuré. Mais Marcus n'a pas élevé la voix. Il a simplement refermé le dossier et s'est levé. Je ne peux pas épouser une famille qui appelle le vol de la loyauté et le silence de l'amour. Il a laissé sa bague sur la table et est parti sans se retourner. Je l'imaginais figé, Denise, Eric rouge de colère, Kelsey avec du mascara qui coulait. Et puis j'ai pensé au cadeau que je n'ai jamais offert, toujours dans mon sac de motel, intact. Mon nouvel appartement était petit. 2e étage, pas d'ascenseur, mais propre. Les fenêtres donnaient à l'est, et le matin, la lumière entrait douce et dorée, comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai emménagé 2 jours après le brunch. Personne ne s'est proposé pour m'aider. Je n'ai rien demandé. Il y avait un chèque plié dans ma boîte aux lettres, l'écriture de Kelsey sur l'enveloppe. À l'intérieur, la moitié de l'argent du fonds de fiançailles. Pas de mots, juste une phrase griffonnée au crayon, j'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolée. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai rangé dans le même tiroir que l'album photo. Parfois, je l'ouvre juste pour voir si l'encre s'est effacée. Elle ne s'est jamais effacée. Eric a envoyé un texto, tu as tout gâché. Je l'ai lu sans émotion. Il ne restait plus rien à gâcher. Tout avait été détruit bien avant moi. Ma mère a envoyé un email avec pour objet, clarifier. Dans le message, elle écrivait, je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. On voulait juste aider Eric à démarrer. Je pensais que tu comprendrais. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai enfin compris que le silence pouvait être une forme de réponse. Cette semaine-là, j'ai acheté un cahier à spirale bon marché et j'ai commencé à écrire. Pas sur eux, mais sur moi. Mes mains, ma voix, ce dont je me souvenais quand plus personne ne parlait. Tous les soirs, je rentrais à pied par le long chemin, en passant devant le fleuriste qui vendait des roses abîmées à $1 la tige, devant la supérette qui se souvenait de mon prénom. Pour la première fois depuis des années, mon prénom me semblait être quelque chose que je pouvais dire à voix haute sans grimacer.
Une semaine plus tard, je suis passée devant une boutique de robes de mariée en revenant de la pharmacie. Une nouvelle vitrine avait été installée, manches en dentelle, voile perlé, un mannequin figé en plein tourbillon. Je me suis arrêtée juste assez longtemps pour sentir la douleur dans ma poitrine. Puis j'ai continué à marcher. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de l'acompte versé à la salle de mariage. Je ne sais pas si Denise a blâmé Kelsey ou si Eric a jamais reparu. Je ne demande pas. Parfois, le soir, j'entends encore sa voix dans ma tête, pas en train de crier, juste familière, tu as toujours tout compliqué. Mais la différence maintenant est simple. Je ne réponds pas. Le chèque est toujours dans le tiroir. L'album aussi. Je ne les ai pas touchés, mais je ne les ai pas jetés. Peut-être que ce ne sont que des morceaux de papier. Ou peut-être que ce sont des rappels que même quand les gens te trahissent complètement, certaines choses, ce que tu as créé, ce que tu as porté, ne perdent jamais leur forme. Je marche tous les jours, désormais. J'écris. J'arrose un plant de basilic qui essaie de mourir. Je ris devant des séries nulles et j'apprends à aimer le silence. Je n'ai bloqué personne. Je ne leur ai pas pardonné non plus. Certaines histoires n'ont pas besoin de conclusion. Juste de distance. Et la mienne en a enfin. Si ton absence a déjà parlé plus fort que ta présence, alors sache que moi aussi, j'étais là.